Sud Midi, le journal. À l'écoute de Sud FM Sen Radio, le choix de la différence, nous sommes en direct de Dakar. Le journal, voici les titres. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye à Bakel ce samedi, dernière étape de sa visite des zones impactées par le débordement des fleuves Sénégal et Gambie. Bakel, une vingtaine de villages pataugent toujours. L'État vient en aide. Plusieurs tonnes de vivres destinés aux sinistrés à Saint-Louis. Les eaux usées polluent le quartier de Pékin. Les populations craignent l'apparition de maladies et crient leur ras-le-bol. Détail dans ce journal. Dans ce 12 heures également, les états généraux des transports prévus du 21 au 25 octobre. Une rencontre au CICAD pour faire le diagnostic du secteur et apporter des réponses aux besoins pressants des usagers. Et puis Sénégal Vision 2050, document inachevé selon le président du mouvement national patriotique Galgui, de la coalition Diomaye Président. Pape Moustapha Fall, vous l'entendrez, souligne la nécessité d'une inclusion avec la contribution des experts et acteurs de la société civile. Sur l'international, en Côte d'Ivoire, la révision des listes électorales démarre ce samedi. Elle va durer 3 semaines. Cette opération qui débute à 1 an de la présidentielle de 2025 connaît des innovations majeures. Éclairage également dans cette édition d'information. La page sport, Ligue 1 sénégalaise, début de la première journée. Teungueth FC, le tenant du titre contre le promu HLM. Ce soir à partir de 16h30 au stade Ngalandou Diouf de Rufisque. Voilà pour les titres, les détails c'est après ceci. Babacar Samb. À suivre également la revue de la presse avec Adja Ndeye Marim Ndiaye. Vous aurez également l'invité de la rédaction, Amadou Fall Kanar Diop, expert en réduction des risques et gestion des catastrophes. Il reviendra sur les inondations à la suite de la crue du fleuve, des deux fleuves, fleuve Sénégal et fleuve Gambie. L'expert Amadou Fall Kanar Diop pointe la négligence et le manque de coordination des différents acteurs. Vous l'entendrez dans cette édition d'information. Bonjour et bienvenue. 150 tonnes de riz, 4000 litres d'huile, 8000 bouteilles d'eau sont entre autres l'aide mobilisée par l'État du Sénégal pour assister chez les sinistrés du département de Bakel. Le président de la République a annoncé justement à Bakel ce samedi pour constater la situation dans les zones inondées. Une vingtaine de villages sous les eaux suite au débordement du fleuve. Boubacar Tamba. À Bakel, une vingtaine de villages demeurent dans les eaux. Les pouvoirs publics centraux, par le biais du chef de l'exécutif régional, et ont acheminé 150 tonnes de riz, 4000 litres d'huile, 8000 bouteilles d'eau de 10 litres, 2000 moustiquaires, 51 tentes, auxquelles il faut ajouter 100 balles de friperie, des balles de chaussures pour enfants. À Rosanto, où il visitera l'usine de l'entreprise de Soret Mine ce samedi, la dernière étape de sa visite dans la région de Kédougou, le chef de l'État s'entretiendra sur ce sinistre avec les autorités administratives et locales de Bakel. Nul doute que l'épineuse question de la distribution de cette aide, une autre paire de manches, sera abordée. Papa Bandadié, le président du cadre régional de concertation des ruraux et ses équipes, entament aussi une tournée ce samedi à Bakel pour exprimer leur solidarité aux producteurs, d'autant plus qu'à Bakel, pratiquement toutes les zones agricoles, ainsi qu'une grande partie des champs jouxtant la vallée du fleuve Gambie, ont aussi subi la furie dévastatrice des eaux. Boubacar Tambacounda, Sud-Afrique. Boubacar Tamba, le chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye, annoncé à Bakel ce samedi une étape de cette visite dans les zones inondées suite au débordement des fleuves Sénégal et Gambie, inondation la suite de la crue du fleuve. L'expert Amadou Fall Kanar Diop pointe la négligence et le manque de coordination des différents acteurs. Selon lui, après l'alerte donnée par Agrimet, les autorités avaient tout le temps de prendre des mesures. Amadou Fall Kanar Diop, expert en réduction des risques et gestion des catastrophes, vous l'entendrez, il sera l'invité de la rédaction. Alors qu'à Saint-Louis, les eaux usées polluent le quartier de Pékin, la situation devient invivable selon les habitants qui craignent l'apparition de certaines maladies. Ils crient leur ras-le-bol et interpellent les autorités étatiques. Yves Tendeng. C'est une situation catastrophique, voire invivable, dans laquelle se trouvent les habitants de Pékin, ici à Saint-Louis, à cause des eaux usées stagnantes. Ce père de famille désemparé nous décrit le calvaire vécu au quotidien et ce durant toute l'année. La situation à Pékin reste catastrophique. La moindre goutte d'eau qui tombe,
nous plonge dans des situations invivables. Surtout nous qui habitons dans les sous-quartiers de Tablewalo, de Sengkouma, vers le CM de Pikine. Nous sommes dans des situations très difficiles. Nous vivons quotidiennement avec des eaux très sales. Les eaux de pluie mélangées aux eaux usées et nous exposent à des maladies. Un calvaire que vit également Pape Faye, un autre habitant du quartier qui se dit traumatisé par cette situation. Pikine a souffert depuis des décennies du manque d'infrastructures sanitaires et scolaires, de la pauvreté d'un environnement pollué. Maintenant, concernant ces deux rues, Tablewalo et Serigne Khouma, c'est des casse-têtes aux Pikinois. Déjà, ceux qui habitent ces deux rues-là, ils sont des fois très gênés de recevoir des visites, tellement que c'est un environnement pas des meilleurs. Ici, elles sont nombreuses, les ruelles qui, de Tablewalo à 15 mètres, en passant par Serigne Khouma et Poste Courant, présentent le même décor. Le problème de l'assainissement est ainsi évoqué. Les canalisations sont mal faites et les travaux de réhabilitation tardent à se terminer. Pire, toutes les eaux qui viennent de la route nationale se déversent sur cette rue. Ce qui veut dire en permanence, annuellement, 12 mois sur 12, il y a de l'eau sale à Tablewalo. Face à cette situation, les autorités étatiques sont interpellées. Nous n'avons pas encore de réponse technique pour mettre fin à ce calvaire. Nous demandons aux nouvelles autorités de nous apporter des solutions techniques. Yves Tendeng, Saint-Louis, Sud FM. À Kounoune, c'est à Rufisque que la situation devrait s'améliorer dans les jours à venir, sauf pluie exceptionnelle. Une grande partie des voies d'accès dégagées l'heure est actuellement au remblayage pour permettre aux véhicules de circuler, notamment la cité Baba-Guissé et Air France. Les difficultés persistent cependant à la cité SCI Kébé, où l'eau en provenance de Kounoune stagne encore au niveau du point bas à hauteur du bassin de la cité Oasis. Denisia Sambou. Après un hivernage qui avait rendu impraticable toutes les routes de Kounoune dans la commune de Sangalkam, l'heure est au remblayage dans plusieurs quartiers et cités où le pompage a connu un succès. Ibrahim Ndiaye, délégué de quartier, membre du comité de gestion de prévention des inondations au niveau de la commune de Sangalkam. Une grande partie des voies d'accès est dégagée. On est un peu satisfait évidemment de ce pompage. Et depuis hier, nous procédons au remblayage des voies d'accès pour permettre aux véhicules de transport public et privé de passer correctement, notamment sur l'axe cité Aodia, HLM Kounoune et cité Baba-Guissé et cité Air France. Il n'y a pas pratiquement d'eau. On va procéder au remblayage de l'axe pour permettre à ces véhicules-là de passer, les véhicules de transport public et privé. Avec l'appui chez le maire Sangalkam qui nous a offert une dizaine de chargements de gravats. Et il a mis aussi à notre disposition une pelle mécanique qui nous facilite ce remblayage. Ici, seul le cas de la cité SCI Kébé préoccupe encore. Notre seul problème se situe à hauteur de SCI Kébé parce que l'eau qui provient de Kounoune continue de rester stagnée au point que nous continuons à procéder au pompage de l'eau pour l'amener vers le bassin. Le pompage nécessitant des moyens techniques et financiers, les habitants qui jusqu'ici, en dehors du soutien de la municipalité, finançaient sur fonds propres leurs actions, demandent l'appui de l'État. Nous souhaiterons que ce remblayage-là va jusqu'après la cité SCI Québec où on continue le pompage des eaux pluviales, mais on est un peu gêné par le ruissellement des eaux qui proviennent de Kounoune village. Et vraiment, nous souhaitons encore l'appui de l'État. Denisia Sambo pour Sud FM. La situation à Kounoune, c'est à Rufisque, il fait exactement 12h12. Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens organise les États généraux des transports publics. Cet événement se tiendra du 21 au 25 octobre au CICAD. Ces assises ont pour objectif de moderniser le secteur des transports publics afin de mieux répondre aux besoins croissants des usagers. Les chauffeurs de taxi, partie prenante à ces rencontres, espèrent que cette fois-ci, de vraies solutions seront apportées à leurs nombreuses doléances. Modou Ndiaye, secrétaire général du syndicat démocratique des chauffeurs de taxi du Sénégal affilié à la CSA, est joint par Ndeye Mariam Ndiaye. xam nga dañ ne états généraux mooy li ñuy lépp nekk ci biir secteur
transport d'une manière générale. Ils nous appellent pour des états généraux du transport. C'est pour parler de tout ce qui peut venir en aide au transport. Donc, si nous y allons, c'est pour dire les mots du transport. Et pourtant, on a vu pas mal de choses qu'on pourrait dénoncer. D'autres voitures font du transport irrégulier. Et pourtant, en les inaugurant, on voit des autorités. Donc, je pense que c'est déjà faussé d'avance. Des voitures où on a mis BK, quand on lançait ces taxis, on a vu les autorités, surtout le ministre des Transports. Ils ont invité des regroupements de taxis. C'était pour les tromper. Donc, rien de concret, puisque quelques jours après, on a vu ces taxis circuler dans la ville. C'était pas pour les taximans. Et ce sont ces mêmes taxis qui sont arrêtés par les forces de l'ordre. Donc, c'est pourquoi nous lançons encore un appel à ces autorités, mais surtout aux forces de l'ordre, d'arrêter ces taxis qui n'ont pas de licence pour circuler. On ne doit même pas les attester. On doit tout simplement les amener en fourrière. De l'autre côté, tous ceux qui peuvent faire marcher la corporation, nous allons le dire au ministre. Maintenant, s'il l'applique, tant mieux. Sinon, nous, on est toujours là et on fera face, puisque tous ceux qui vont être là-bas ne sont imbus que de valeurs et qui connaissent bien le transport et qui peuvent également le développer. Maintenant, s'il fait autre chose, je pense qu'il ne fera que le contraire. C'est pourquoi nous voulons, à chaque fois que les autorités doivent prendre une décision, de nous contacter et de discuter avec nous. Il faut toujours savoir que chaque ministre qui vient, il passe, mais le secteur restera toujours là. Donc, nous devons travailler de concert. Modou Ndiaye, secrétaire général du syndicat démocratique des chauffeurs de taxi du Sénégal. La Fédération nationale des mototaxis du Sénégal est également conviée à ses états généraux des transports publics. Ses membres formulent beaucoup d'espoir, surtout concernant la régularisation des conducteurs de deux roues, communément appelés tchak-tchak. Hassan Djigal est le chargé de communication de la Fédération nationale des mototaxis du Sénégal. Nous l'écoutons. On avait déjà été convoqué par l'État du Sénégal par rapport aux premiers états généraux qui concernaient le transport. Mais en premier lieu, eux, ils nous ont parlé de ce qui fonctionnait au niveau de Dakar, comme tchak-tchak, ce qui faisait de la livraison au niveau de Dakar et ce qui tourne autour des tricycles. Ils avaient promis de voir comment faire pour essayer de les régulariser. Mais non, vous savez que au temps de Wade, il y avait déjà les vélotaxis. Cette réglementation avait déjà été sortie par le président Wade par rapport à ce qui faisait le transport avec les vélos Jakarta. Certainement, eux, demain, on s'attend à voir qu'est-ce qu'ils vont dire par rapport à ça, lundi. Et est-ce qu'ils vont vraiment, en réalité aussi, autoriser ce qui font ce qui tourne au niveau de Dakar, comme livreur, comme tchak-tchak, comme tricycle et tout ça. On va voir maintenant quelles seront les décisions qu'ils vont prendre lundi par rapport à ce monde du transport. Propos recueillis par Adja Ndeye Mariam Ndiaye. Sénégal Vision 2050, document inachevé selon le président du mouvement national patriotique Galgui de la coalition Diomaye Président. Pape Moustapha Fall estime que l'accent doit être mis sur l'inclusion avec la contribution des experts acteurs de la société civile. Il appelle à un sursaut national. Propos recueillis par Birame Ndiaye. Le référentiel de 2050 pose beaucoup de débats à l'heure où nous sommes. Or, comme vous le savez si bien, ce référentiel est un référentiel inachevé. Inachevé pourquoi? Parce que tout simplement, il y a la deuxième phase de contribution de tout le peuple sénégalais de façon générale, mais surtout de l'ensemble des autres experts qui n'ont pas eu le temps de travailler là-dessus, de la société civile, mais également de toutes les personnes ressources. Car ce document au bout, il n'est pas un document du gouvernement sur place. Il est une vision que d'autres générations vont reprendre et vont continuer. Comme vous le savez, nous sommes dans un Sénégal de reconstruction. Cette reconstruction va passer par des étapes qui ne seront pas toujours des étapes heureuses. Il y aura des étapes douloureuses, des étapes difficiles, mais par la volonté du peuple sénégalais, toutes ces choses, toutes ces difficultés pourront être surmontées. C'est pourquoi le seul débat, à mon avis, important, c'est le débat de contribution sur ce référentiel de la vision 2050. Il ne sert à rien de dire à toutes les étapes que rien n'est bon, qu'il faut toujours recommencer. Aucune œuvre humaine n'est parfaite.
Mais tout est à parfaire si nous avons un but commun, si nous avons des objectifs qui sont très clairs. La phase la plus importante qui va suivre, c'est faire de sorte que ce programme soit un programme que la population s'approprie, que le citoyen lambda comprend mieux que même ceux qui l'ont conçu. C'est à partir de ce moment que chaque citoyen, là où il se trouve, comprendra que ce programme est pour lui d'abord, avant d'être pour un gouvernement ou bien pour un parti. Et dans ce mouvement global, Kaolack ne peut pas être absent. Parce que comme que vous le savez très bien, Kaolack est au cœur de l'économie du Sénégal. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. L'actualité hors de chez nous qui nous mène en Côte d'Ivoire. La révision des listes électorales démarre ce samedi. Elle va durer 3 semaines. Cette opération qui débute à 1 an de la présidentielle de 2025 connaît des innovations majeures. Correspondance Justin Assalé. Cette opération de révision et d'inscription sur la liste électorale qui débute ce samedi 19 octobre 2024 se tendra jusqu'au dimanche 10 novembre prochain sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Elle vise à enrôler le maximum de personnes en âge de voter. Pour atteindre cet objectif, la CEI, la Commission électorale indépendante, a ouvert plus de sites d'enrôlement, 12 000 au total contre 10 000 les années précédentes. Aussi, les démarches administratives ont-elles été simplifiées. L'obtention du certificat de nationalité est gratuite sur la période d'enrôlement. Il est par ailleurs possible de s'inscrire avec le récépissé de la carte nationale d'identité. Une ouverture est faite également aux jeunes nés avant le 1er mars 2007 qui atteindront l'âge de 18 ans avant l'affichage de la liste électorale provisoire le 1er mars 2025. Le changement de lieu de vote a été également allégé pour le requérant. Il y a aussi possibilité de radier une personne décédée pendant la phase d'enrôlement. Avec ces innovations, ce sont quelques 3 à 5 millions de nouveaux électeurs qui sont visés. Et bien que le processus ne rencontre pas l'assentiment de l'opposition politique et de quelques organisations de la société civile, tous s'y sont mis bien avant le début de l'opération à sensibiliser leurs partisans et toutes les personnes en droit de voter de s'inscrire sur la liste électorale. Justin Assalé, Abidjan pour Sud FM. Et nous parlons de la guerre. Au Proche-Orient, un drone a été lancé vers la résidence secondaire de Benjamin Netanyahou, donc à Césarée, dans le centre d'Israël, a indiqué ce samedi le bureau du Premier ministre israélien. Cela alors que les autorités sanitaires de la bande de Gaza ont accusé les forces israéliennes d'avoir encerclé et bombardé délibérément 12 hôpitaux du nord de l'enclave, dont l'hôpital indonésien de la ville de Laïa. Selon son directeur, le personnel médical et les patients courent de graves risques. Et puis le bilan macabre de cette guerre, au moins 42 519 personnes sont mortes dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement palestinien Hamas. Selon un nouveau bilan du ministère de la Santé de la bande de Gaza diffusé ce samedi, au moins 19 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures. Parlons sport dans cette édition des formations. Le championnat local ici au Sénégal débute cet après-midi avec comme affiche le champion en titre Teungueth FC qui va accueillir HLM. Match prévu donc ou bien même le coup d'envoi 16h30 au stade Ngalandou Diouf de Rufisque. Vous aurez également à la même heure les affiches Dakar Sacré-Cœur qui reçoit AS Pikine et US Gorée contre Oslo FA. Et puis pour le compte de la Ligue donc sénégalaise, le début de la première journée, c'est cet après-midi à 16h au stade municipal des HLM. NG Benyar Italie reçoit Amitié FC. Et puis au stade donc municipal des Parcelles Assainies, ASC Cambérène donc va en découdre avec RS Yoff et Asamaï FC qui va affronter AS Douane. Match prévu à 16h30 également au stade municipal de Kolda. Et puis parlons donc de la CAN Beach Soccer, début de la compétition ce samedi avec le match Égypte-Ghana. Égypte, le pays hôte donc qui va affronter le Ghana à 13h30 temps universel. Le Maroc-Tanzanie également l'autre match à 12h30 minutes. Retenez que l'équipe nationale du Sénégal de beach soccer va affronter la Mauritanie demain dimanche à 12h temps universel pour son premier match de la Coupe d'Afrique des Nations de la discipline
Donc ce sera en Égypte. Et puis parlons toujours en football avec l'entraîneur de l'équipe nationale U17 qui a publié hier une liste de 20 joueurs retenus pour le tournoi IFOA qui se tiendra du 20 octobre au 3 novembre donc au Sénégal. Le Sénégal qui est logé dans le groupe A aux côtés de la Guinée, de la Gambie et du Libéria. Le Mali, champion en titre, fera face à la Sierra Leone, la Mauritanie et la Guinée-Bissau dans le groupe B. L'édition 2024 se déroule entre les stades de Lat Dior de Thiès et l'annexe du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Sud Midi, l'invité. Amadou Fall Kanar Diop, expert en réduction des risques et gestion des catastrophes, qui revient sur l'inondation, la suite de la crue du fleuve. L'expert Amadou Fall Kanar Diop qui pointe la négligence et le manque de coordination des différents acteurs. Selon lui, après l'alerte donnée par Agrimet, les autorités avaient tout le temps de prendre des mesures. Il répond aux questions de Adjanda Mariam Diaye. Amadou Fall Kanar Diop, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert en réduction des risques et gestion des catastrophes. Des inondations sont actuellement notées dans les localités comme Bakel et Matam à cause de la crue du fleuve Sénégal. Selon vous, est-ce que cette catastrophe pouvait être évitée? Mais affirmatif, la crue ne pouvait pas être évitée, mais le fait que les populations soient emprisonnées par cette crue, ça qu'on appelle catastrophe, ça pouvait être évité. Comment? Depuis mai, Agrimet qui se trouve au Niger, qui parle des risques hydrologiques et météorologiques, avait alerté sur les risques importants de pluie et d'inondation dans la zone sahélienne. La météo a repris cette alerte. Donc, c'était une forme d'alerte précoce. Nous avions en juillet préconisé de mettre en place des plans de contingence pour accueillir cette catastrophe qui venir et comment le circonscrire. Depuis août, fin août, la DGPRE du ministère de l'Hydraulique commençait à faire des bulletins sur les hauteurs d'eau au niveau de Bakel et Matam. Mais on n'a pas réagi. Donc, il y a eu une négligence notoire, on a laissé faire. Donc, si en ce moment, on avait payé le taureau par les cornes, comment, en faisant quoi? En mettant en place des plans de contingence au niveau des communes et des départements, on n'en serait pas là. Mais malheureusement, rien n'a été fait. Donc vous pointez la négligence et le manque de coordination au niveau donc des différents acteurs. Et maintenant que les inondations sont notées donc au niveau de certaines zones, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire concrètement? Quelles sont les solutions pour faire face? Ce qu'il y a lieu de faire, c'est dérouler la gestion d'une catastrophe. La gestion d'une catastrophe, c'est l'anticipation, on l'a raté. Maintenant, on est au niveau de la réponse. La réponse, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire actuellement dans le cadre de la réponse? C'est délocaliser les populations et les mettre dans des sites dans le Djeri. Les délocaliser, mettre des tentes, les nourrir, évacuer le bétail qui reste et les semblants de moyens de subsistance. Maintenant, si on les évacue, on les entretient, on attend que la crue, le fleuve se retire de son lit. Il restera deux actions à faire. C'est la reconstruction, les aider à reconstruire certains habitats, et la résilience. La résilience, c'est quoi? C'est leur donner des moyens de survie et de reprise de leurs activités, en leur donnant des semences, du matériel agricole, ceux qui ont de bétail, les renforcer en tête de bétail, et des moyens pour reprendre la vie active. C'est ça la résilience. Il reste à faire la réponse, c'est les sorties de l'eau, la reconstruction après le retour du fleuve de son lit, aider à reconstruire certains habitats, et maintenant la résilience. Ça, c'est dans le court terme. Mais dans le long terme, il faut draguer le fleuve et stabiliser les berges. Et maintenant, concernant la gestion des inondations, comment vous jugez les efforts déployés par l'État du Sénégal? L'État du Sénégal a déployé des efforts, mais une gestion de crise, c'est une planification, c'est une coordination. La preuve, vous n'entendez pas qu'il parle de plan.
on ne parle pas de plan d'urgence, parce que un plan d'urgence, il faut le faire en temps de paix, désigner les acteurs, les moyens à mettre en œuvre et quel est celui qui coordonne. Mais s'il n'y a pas une coordination, s'il n'y a pas un plan réel à dérouler, donc ce qui est en train de se faire, ce n'est pas une gestion de crise. C'est suivre une crise et faire ce que l'on peut. Parce que ça n'a pas. Parce que ça n'a pas. Parce que ça n'a pas.